like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Bon matin, boys. Bon matin. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de l'hydroélectricité. Qui se situe proche de l'eau. En passant, voici notre logo. Et le nom de notre compagnie, c'est Hydropower. Voici un fait intéressant. En 2019, le Canada se situe au deuxième rang mondial en termes de production d'hydroélectricité. Cela prend un réservoir d'eau, un courant, une station se trouve la turbine et le générateur. Là, vous demandez sûrement comment fonctionne l'hydroélectricité. En fait, il va y avoir un réservoir d'eau ici qui va tomber avec un courant dans une turbine. La turbine va tourner et va produire de l'électricité dans la station ici et va être transférée là. Quels sont les impacts sur la lithosphère, Antoine? De vastes étendues de terre sont inondées pour créer les réservoirs d'eau qui alimentent les centrales d'hydroélectricité. Ceci entraîne la destruction de nombreux habitats naturels terrestres. Michael, quels sont les impacts sur l'hydrosphère? Un blocage sur les rivières. Antoine, quels sont les impacts sur l'atmosphère? L'énergie hydraulique présente plusieurs avantages, notamment celui en commun avec les énergies renouvelables de ne pas dégager de gaz à effet de serre pendant leur utilisation. Comment est-ce que ta source d'énergie épuise le sol, Michael? Elle n'épuise pas le sol, car c'est une source d'énergie renouvelable qui est inépuisable. L'eau suit le cycle hydraulique. Par contre, durant la construction d'un barrage, oui, il en aura. Exact. Est-ce que votre énergie contamine les sols? Non, elle ne contamine pas les sols. Merci d'avoir écouté Hydropower. Nucléaction se fait un point d'honneur d'utiliser l'une des énergies les plus puissantes au monde d'une façon sécuritaire et profitante. L'énergie nucléaire commence avec l'uranium et le plutonium qu'on va ensuite rechercher dans le sous-sol de la Terre. Ensuite, on va les exploiter pour créer de l'énergie dans les centrales électronucléaires grâce à sa chaleur de la fission que les deux dégagent. Quelque chose de très important à considérer, ce sont les impacts sur l'environnement, que ce soit la lithosphère, l'hydrosphère ou bien l'atmosphère. Pour ce qui en est des sols, les impacts sur l'environnement peuvent être assez dangereux si ce n'est pas fait avec assez de prudence. Mais ici, avec Nucléaction, on s'engage à faire tout pour que cela arrive. Au sein de l'atmosphère, la production d'énergie nucléaire ne produit aucune émission à gaz à effet de serre. Le seul problème, c'est s'il y aurait une explosion. Mais bien sûr, ceci n'est pas dans nos plans. Pour ce qui en est de l'hydrosphère, la présence d'un cours d'eau, d'un grand lac ou bien de la mer est très importante pour une centrale nucléaire, mais c'est seulement à refroidir celle-ci et non à produire des déchets nucléaires. D'ailleurs, cette énergie n'est pas nocive pour l'environnement s'il n'y a pas d'accident qui se produit. Effectivement, c'est lorsqu'il y a des explosions ou des imprévus que les dommages sur la Terre sont immenses. C'est exactement ce qui est arrivé à Tchernobyl, comme on peut le voir, et pour ne pas que cela se reproduise, nos centrales nucléaires sont désormais sur haute supervision. Lors des incidents causés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, les sols peuvent être parfois contaminés, principalement au pied des arbres dans les forêts, où est-ce que l'eau s'infiltre. Finalement, même si notre but ultime est de produire cette énergie sans qu'il y ait de conséquences sur l'environnement, il y a quand même un risque à considérer que lorsque les nuages radioactifs formés se déplacent à cause du mouvement de l'air, des dommages critiques peuvent arriver. L'énergie nucléaire se trouve dans 4 pays précisément. Les États-Unis avec 31%, la France avec 15%, la Chine avec 13% de toutes les faits exploitées, et pour finir, la Russie avec seulement 8%. Do I remember? No. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon zinzon. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon zinzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la zigazon zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, femme, femme aussi, puis la bottine, zin, zin, le rigolet, ha ha. Son petit porte-clés tout rouillé,
tu portes tes tout rouillé gaiement. Bonjour, je m'appelle Marcel et je travaille dans les résidences Soleil depuis presque 5 ans maintenant. Je vous présente ma compagnie, les Résidences Soleil. Nous incitons les retraités à venir travailler dans les usines à la fabrication de panneaux solaires. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on me voit? Oui, ben je pense. Attends, Recule. Ok, non, mais je recule, là. Non, tu recules pas. Ok, là, c'est ça parfait. marche. C'est parfait. Non, mais là, ouais! Non, recule! Comment est-ce que l'énergie solaire épuise le sol? En fait, l'énergie solaire n'épuise pas le sol. Elle a un impact neutre sur le sol. Est-ce que l'énergie solaire contamine le sol? C'est une très bonne question. En fait, l'énergie solaire est un faible en polluant. Mais la seule chose qui contamine le sol, c'est les étapes de fabrication, l'installation, le transport et aussi le recyclage les recyclages d'infrastructures. Savez-vous que sur Terre, l'énergie solaire est à l'origine du cycle de l'eau, du vent et de la photosynthèse? Savez-vous que l'énergie solaire remonte jusqu'à l'Antiquité? Comme dans le temps où les Grecs, là, ils allumaient la flamme olympique, là. Hey Gaëtan, ça vient où l'énergie du soleil? Ben, je pense que ça vient du soleil, là. Moi, je suis pas cette affaire-là. Comment ça fonctionne, ça? Bernard, peux-tu venir m'aider? Je comprends pas, là. Je pense que je l'ai arrêté, hein? Non, je l'ai pas arrêté, hein? Frère, tu l'arrêtes? Frère! Boris! C'est quoi les répercussions sur l'hydrosphère? Ben, en fait, là, c'est que les rayons, ils vont dans la plaque. Puis dans la plaque, ça fait de l'énergie. Puis là, l'énergie, ça fait des déchets, puis c'est des métaux lourds. Puis là, après ça va contaminer toutes les eaux. Hey, Gaëtan! C'est quoi les répercussions sur la lithosphère? L'exploitation solaire représente encore un système d'appui pour la production d'électricité. Le recyclage de panneaux solaires permet de réduire la pollution causée par leur enfouissement. Quoi les répercussions sur l'atmosphère, Boris? Ben, en fait, là, il n'y en a pas vraiment de gaz à effet de serre. C'est quand tu purifies les panneaux que là, ça fait un gaz. Mais c'est très minime, il n'y a rien de grave. C'est que dans le soleil, on ne vous entend pas avec nos oreilles, mais on vous émerveille. Un impact positif. En fait, c'est plus un... Oh, fuck! Bonjour, je m'appelle Marcel. Les gars! Bonjour, je m'appelle... Non, c'était trop rapide. Aux résidences soleil! On se fait. Ben, le fonctionnement des prix d'énergie, puis ben, non. Est-ce que votre énergie... Pourquoi ça l'a pas arrêté? C'est une vidéo, je pense, hein? Moi, je voulais une photo. La photo? Oh non, je me fais kidnapper pour travailler dans une mine de charbon. Cette source d'énergie se situe sous la terre et sous les planchers continentaux des océans. L'extraction du charbon peut entraîner l'érosion des sols ou la pollution des nappes phréatiques, si l'exploitation à ciel ouvert est moins dangereuse pour les travailleurs. En effet, ces mines peuvent s'étendre sur des kilomètres carrés à dizaines de mètres de profondeur. Provoque aussi l'émission de gaz dans l'atmosphère, du soufre et de l'oxyde de soufre responsables de pluies acides, ainsi que des gaz à effet de serre. Le feu et les explosions dans les mines sont également une source d'émission de CO2. La dissolution du carbone se déroule dans l'hydrosphère. Une grande partie du dioxyde de carbone atmosphérique est dissous dans les océans. En effet, les océans sont des puits à carbone, car ils prélèvent globalement plus de carbone à l'atmosphère qu'ils en redonnent. L'extraction du charbon détruit de grandes parties de la lithosphère en déplaçant et broyant d'importants volumes de roches. Il faut extraire environ 2 tonnes de sable bitumineux pour produire un baril de pétrole. What does it mean? What does it mean? Thermique peut être trouvée dans la lithosphère terrestre, plus précisément dans les sous-sols. Elle peut être utilisée presque partout sur la planète, surtout dans des pays comme l'Islande, qui sont constitués de 61,8% d'énergie. Quelles sont les ressources nécessaires? Donc, pour cette forme d'énergie, la géothermie, il n'y a pas beaucoup de ressources autres que le tuyau qui permet de l'air chaud de passer dans le tuyau et de se rendre jusqu'à sa destination. On peut les installer partout au monde puisque la seule matière est le sol. Le seul inconvénient, c'est que cette forme d'énergie est très coûteuse, environ 40 000 $ pour avoir cette forme d'énergie à la maison. Par contre, après, il n'y a plus beaucoup de dépenses à faire. L'énergie géothermique. Par exemple, le soufre thermique. Utilisé pour réchauffer des habitations, consiste de 2 tuyaux creusés dans le sol reliés à terre ou à une nappe d'eau.
Les tuyaux sont remplis d'un fluide qui va passer de liquide à gazeux quand il se réchauffe sous terre. Le gaz chaud va donc monter pour alimenter un élément chauffant et redescendre en liquide quand il se refroidit. Comme on peut voir ici, il redescend en liquide et remonte en gazeux. Donc les impacts sur la lithosphère sont nuls, puisqu'il n'y a aucun impact négatif qui nuit à la planète, sous cette forme d'énergie. L'impact sur l'hydrosphère. Les installations utilisent des circuits fermés, ce qui réduit les perturbations sur l'hydrosphère. De notre point de vue, un système géothermique permet son efficacité si plusieurs installations utilisent la même nappe phréatique pour le changement. L'impact sur l'atmosphère. La géothermie ne produit ni gaz à effet de serre, ni gaz polluants qui perturbent l'atmosphère. L'utilisation de la géothermie permet de réduire la consommation d'électricité produite par une centrale électrique en utilisant une énergie non renouvelable et polluante. Comment est-ce que ta source d'énergie épuise les sols? Est-ce que c'est un impact positif ou négatif sur l'environnement? Cette forme d'énergie n'épuise pas les sols puisque l'énergie se consomme par la chaleur de la Terre et il n'y a aucun impact positif et négatif. Est-ce que votre énergie contamine les sols? Donc la géothermie ne contamine pas les sols puisqu'il n'y a aucun impact négatif sur l'environnement. C'est donc pour ça qu'on la surnomme l'énergie du futur. Le système de la géothermie se passe principalement dans le sol, mais n'endommage rien. Merci de nous avoir écoutés. Bon matin, mesdames et messieurs, chers éditeurs. Nous nous retrouvons ici, en ce matin du 10 décembre, afin d'aborder le nouveau projet de la compagnie présenté directement par le directeur général en personne. Déjà, tout d'abord, je voudrais... Bonjour, mon nom est Manny. Je suis très fier de vous annoncer le nouveau projet de MEVTR Compagnie. Il s'agit ici d'une énergie éolienne pouvant apporter de l'énergie à beaucoup de citoyens. Nos prototypes peuvent aussi rapporter plus d'énergie grâce à leurs panneaux installés sur les ailes. Moi, je suis un businessman. Je suis un doux de la rue, même. Moi, je suis un doux du business. Je fais de l'argent, je fais du n'importe quoi. Ça fonctionne. Merci, TVA Nouvelle. Et voici la vie des citoyens. Bon, selon moi, cette énergie possède 3 facteurs nuisibles sur l'environnement. Tout d'abord, il peut provoquer une grande peur pour les animaux et les oiseaux, et cela peut causer une mort très vite. Ensuite, les éoliennes est une structure qui a une durée de vie très courte, étant maximum de 20 ans. Avant de parler de ce que ça fait aux animaux, tu devrais savoir comment ça fonctionne. Donc, premièrement, l'énergie produite, c'est par le vent qui exerce une force sur les pales, qui vont faire 10 à 20 tours par minute. Et les pales sont reliées à un alternateur qui va transformer l'énergie mécanique en énergie chimique. Là, maintenant que tu sais comment ça marche, tu peux parler des effets sur les animaux, monsieur. Troisièmement, malgré d'avoir l'air écolo, il pollue l'espace visuel des gens et crée comme un paysage plus industriel dans la nature. Donc pour conclure, c'est vrai qu'il est plus écologique que les autres sources d'énergie, mais il est insuffisant de dire que c'est à 100% écologique. La seule chose que les éoliennes font à l'atmosphère, c'est la brasser pour faire descendre sa chaleur sur la Terre qui va faire augmenter la température de juste quelques degrés. Et ça s'appelle un réchauffement de localisation. Donc c'est juste à la surface où il y a des éoliennes. Et si on regarde à long terme, ça fait moins de dommages que des combustions de charbon ou de gaz. Donc les éoliennes sont meilleures. Three, two, one, sing! Eating animals is wrong, McDonald's. Hurting animals is wrong, McDonald's. Share this song and change your entire menu to be vegan from now on.
Dans le cadre du projet de science, moi, Justin Hérumen, allons vous présenter la biomasse, son fonctionnement, la source d'énergie et bien plus. Notre nom est JAR Biomasse. Vous pouvez probablement vous douter pourquoi JAR. Et deuxièmement, notre logo que vous pouvez apercevoir en tout temps en bas à gauche ou en bas à droite de la vidéo. Commençons donc sans plus tarder. Pour produire la chaleur qui alimente le réseau de chaleur urbain, la chaufferie utilise de la biomasse. La biomasse, c'est l'ensemble des matières organiques qui peuvent être utilisées pour produire de l'énergie. Par définition, c'est une énergie neutre en carbone et 100% renouvelable. La biomasse utilisée pour alimenter la chaufferie est uniquement composée de bois récupérés. Ce sont des petits bois issus de élagage, des bois abîmés et des résidus qui ne sont pas utilisables par les artisans et les industriels du bois, mais qui peuvent être récupérés pour produire de la chaleur. Ces résidus de bois sont transportés jusqu'à des plateformes pour être triés, broyés et préparés. La préparation sous forme de granulés ou de copeaux permet de garantir un pouvoir énergétique constant pour la chaufferie. Une fois préparée, la biomasse est livrée puis stockée dans la chaufferie. Pour pouvoir distribuer la chaleur jour et nuit, y compris lors des périodes de grand froid, la chaufferie dispose d'un stock de biomasse équivalent à plusieurs jours de fonctionnement. Au fur et à mesure des besoins, elle est déposée dans la chambre de chauffe pour être brûlée et produire de la chaleur. La chambre de chauffe est équipée d'un réseau de canalisation dans lequel circule de l'eau. Au contact de la chaleur, l'eau atteint des températures allant de 70 à 180 degrés. Elle est ensuite envoyée vers le réseau de chaleur urbain. Source d'emplois locaux, renouvelable, la biomasse est également une énergie économique car indépendante des énergies fossiles. C'est pour tous ces avantages qu'elle est utilisée pour votre réseau de chaleur urbain. En brûlant, elle libère ce CO2 comme le carbone, le gaz ou le pétrole, mais avec une différence importante. Ce carbone a récemment été extrait de l'atmosphère via la photosynthèse et il peut théoriquement être à nouveau capté par des plantes alors que ce processus a eu lieu des millions d'années pour les ressources fossiles. Les plantes et les algues marines ne suffisent cependant plus à absorber le carbone issu des hydrocarbures fossiles. En régime industriel établi, il est possible d'utiliser de la biomasse pour le fonctionnement de l'installation en veillant à ne pas libérer d'autres gaz en effet de serre, comme la méthane notamment qui a un pouvoir réchauffant environ 21 fois plus fort que celui du CO2, mais qui disparaît plus vite que celui-ci. La culture et la combustion d'une quantité excessive de biomasse peuvent à la fois affecter la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre et la couche d'ozone et émettre de nombreux autres polluants potentiels si le bois ou la biomasse brûlée était polluée par exemple de sel, des pesticides, des métaux ou des métalloïdes. Brûler de la biomasse peut largement contribuer au budget de plusieurs gaz importants dans la chimie atmosphérique. Dans plusieurs cas, l'émission est comparable à la source technologique. La plupart des incidents ont lieu sous les tropiques à la saison sèche et sont causés par les activités de l'homme. L'exploitation de biomasse n'a pas vraiment d'effet sur la lithosphère directement, mais nous pourrions dire qu'elle affecte et épuise les sols indirectement, car elle est faite de produits de l'agriculture, de déchets provenant de décharges et de bois entre autres. Et tous ces éléments sont parfois exploités ou entreposés d'une façon qui endommage les sols, mais elle ne va toutefois pas les contaminer généralement, à part dans certains cas où les décharges qui ont les déchets mentionnés précédemment entreposent mal ces dits déchets. Pour ce qui est de l'hydrosphère, la production de biomasse peut affecter les cours d'eau et les polluer pendant son exploitation avec les rejets chimiques ou physiques qu'elle fait. Il faut aussi noter que les déchets mentionnés précédemment dans les décharges, si les décharges sont mal positionnées ou si les déchets sont mal entreposés, peuvent éventuellement endommager les sols.